Dernière partie du Horla. « 19 août. Je sais tout. Je viens de lire ceci dans la Revue du Monde Scientifique. Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie, une épidémie de folie, comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge, sévit en ce moment dans la province de San Paulo. Les habitants éperdus quittent leur maison, désertent leur village, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans paraître touchés à aucun autre aliment. Monsieur le professeur Don Pedro Henriquez, accompagné de plusieurs savants médecins, est parti pour la province de San Paulo afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront le plus propres à rappeler à la raison ces populations en délire. Je me rappelle le beau 3 mâts brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la Seine le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. L'être était dessus, venant de là-bas, où sa race est née. Et il m'a vu. Il a vu ma demeure blanche aussi. Et il a sauté du navire sur la rive. Oh mon Dieu! À présent, je sais, je devine. Le règne de l'homme est fini. Il est venu, celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs, celui qu'exorcisaient les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres, sans le voir apparaître encore, à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadets. Après les grossières conceptions de l'épouvante primitive, des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus clairement. Mesmer l'avait deviné et les médecins, depuis 10 ans déjà, ont découvert d'une façon précise la nature de sa puissance avant qu'il l'eût exercée lui-même. Ils ont joué avec cette arme du Seigneur nouveau, la domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine devenue esclave. Ils ont appelé cela magnétisme, hypnotisme, suggestion, que sais-je. Je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Malheur à nous, malheur à l'homme. Il est venu. Comment se nomme-t-il? Il semble qu'il me crie son nom et je ne l'entends pas. Oui, il le crie. J'écoute. Je ne peux pas. Répète. Horla. J'ai entendu. Le Horla. Oui, c'est lui. Le Horla. Il est venu. Ah. Le vautour a mangé la colombe. Le loup a mangé le mouton. Le lion a dévoré le buffle aux cornes aiguës. L'homme a tué le lion avec la flèche, avec le glaive, avec la poudre. Mais le Horla va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf. Sa chose, son serviteur et sa nourriture, par la seule puissance de sa volonté. Malheur à nous. Pourtant, l'animal quelquefois se révolte et tue celui qui l'a dompté. Moi aussi je veux, je pourrais. Mais il faut le connaître, le toucher, le voir. Les savants disent que l'œil de la bête diffère du nôtre, ne distingue point comme le nôtre. Et mon œil à moi ne peut distinguer le nouveau venu qui m'opprime.
Pourquoi? Ah, je me rappelle à présent les paroles du moine du Mont-Saint-Michel. Est-ce que nous voyons la 100 000e partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette au brisant les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. Et je songeais encore. Mon œil est si faible, si imparfait, qu'il ne distingue même point les corps durs s'ils sont transparents comme le verre, qu'une glace sans teint barre mon chemin. Il me jette dessus comme l'oiseau entré dans une chambre se casse la tête aux vitres. 1000 choses en outre le trompent et l'égare. Quoi d'étonnant alors à ceux qui ne sachent point apercevoir un corps nouveau que la lumière traverse? Un être nouveau. Pourquoi pas? Il devait venir assurément. Pourquoi serions-nous les derniers? Nous ne le distinguons point, ainsi que tous les autres créés avant nous. C'est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes, toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes, que le nôtre qui vit comme une plante et comme une bête, en se nourrissant péniblement d'air, d'herbe et de viande, machine animale en proie aux maladies, aux déformations, aux putréfactions poussives mal réglées, naïves et bizarres, ingénieusement mal faites, œuvres grossières et délicates, ébauches d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes. Nous sommes quelques-uns, si peu sur ce monde, depuis l'huître jusqu'à l'homme. Pourquoi pas un de plus? Une fois accomplie la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses. Pourquoi pas un de plus? Pourquoi pas aussi d'autres arbres aux fleurs immenses, éclatantes et parfumant des régions entières? Pourquoi pas d'autres éléments que le feu, l'air, la terre et l'eau? Ils sont 4, rien que 4, ces pères nourriciers des êtres, quelle pitié! Pourquoi ne sont-ils pas 40, 400, 4000? Comme tout est pauvre, mesquin, misérable, avarement donné, sèchement inventé, lourdement fait. Ah! L'éléphant, l'hippopotame, que de grâce, le chameau, que d'élégance. Mais direz-vous, le papillon, une fleur qui vole? J'en rêve un qui serait grand comme 100 univers, avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le mouvement. Mais je le vois. Il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course. Et les peuples de là-haut le regardent passer, extasiés et ravis. Qu'ai-je donc? C'est lui. Lui, le hors-là qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi, il devient mon âme. Je le tuerai. « 19 août. Je le tuerai. Je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors j'aurais la force des désespérés. J'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé mes 2 lampes et les 8 bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes.
À droite, ma cheminée, à gauche, ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte, afin de la tirer. Derrière moi, une très haute armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller, et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant d'écrire pour le tromper, car il m'épiait lui aussi. Et soudain, je sentis, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressai, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour et je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans et j'étais en face. Moi. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas et je regardais cela avec des yeux affolés. Et je n'osais plus avancer, je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. Comme j'eus peur. Puis voilà que tout à coup je commençais à m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau. Et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque, s'éclaircissant peu à peu. Je pus enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour, en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. « 20 août. Le tuer. Comment? Puisque je ne peux l'atteindre. Le poison? Mais il me verrait le mêler à l'eau. Et nos poisons d'ailleurs, auraient-ils un effet sur son corps imperceptible? Non, non, sans aucun doute. Alors, 21 août. J'ai fait venir un serrurier de Rouen et lui ai commandé pour ma chambre des persiennes de fer, comme on en a à Paris certains hôtels particuliers au rez-de-chaussée par crainte des voleurs. Il me fera en outre une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, mais je me moque. « 10 septembre, Rouen, Hôtel Continental. C'est fait, c'est fait. Mais est-il mort? J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit, bien qu'il commençât à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là, et une joie folle m'a saisie. Je me suis levée lentement, et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps pour qu'il ne devinât rien. Puis j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence. Puis j'ai fermé ma persienne de fer. Et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder. Je ne cédais pas, mais m'adossant à la porte, je l'entrebâillai tout juste assez pour passer, moi, à reculons. Et comme je suis très grand, ma tête touchait au linteau.
J'étais sûre qu'il n'avait pu s'échapper et je l'enfermais tout seul, tout seul. Quelle joie! Je le tenais. Alors je descendis en courant. Je pris dans mon salon, sous ma chambre, mes 2 lampes et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis je mis le feu et je me sauvai après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée. Et j'allais me cacher au fond de mon jardin dans un massif de lauriers. Comme ce fut long, comme ce fut long. Tout était noir, muet, immobile. Pas un souffle d'air, pas une étoile, des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme, si lourd, lourd. Je regardais ma maison et j'attendais. Comme ce fut long. Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul, ou qu'il l'avait éteint, lui, quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie, et une flamme, une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient, un chien se mit à hurler, il me sembla que le jour se levait. 2 autres fenêtres éclatèrent aussitôt, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit, et 2 mansardes s'ouvrirent. J'avais oublié mes domestiques, je vis leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient. Alors éperdue d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant « Au secours, au secours, au feu, au feu !» Au secours. Je rencontrais des gens qui s'en venaient déjà et je retournais avec eux pour voir. La maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique, un bûcher monstrueux, éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes et où il brûlait aussi lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le Horla. Soudain le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu et je pensais qu'il était là, dans ce four mort. Mort? Peut-être. Peut-être. Son corps. Son corps que le jour traversait n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres? S'il n'était pas mort. Seul peut-être le temps a prise sur l'être invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée? La destruction prématurée, toute l'épouvante humaine vient d'elle. Après l'homme, le Horla. Après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non. Non. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Il n'est pas mort. Alors. Il va donc falloir que je me tue. Moi. Fin. Du Horla. Guy de Maupassant. Merci.